cette invitation. Donc ouais, comme ça a été dit, je m'exprime un peu avec deux titres, enfin sous deux aspects. D'abord comme participant à une initiative qui a eu lieu au niveau de Toulouse, qui est un observatoire d'état d'urgence mené par un collectif antiraciste assez large qui regroupait des gens du pire à des anarchistes, en passant par des gens de LPA, d'attaque, de survie. Voilà. Et donc l'objet de cet observatoire, ça a été d'abord d'aller chercher des témoignages de personnes qui ont été touchées de plein fouet, comme monsieur, par l'état d'urgence, donc ont été perquisitionnées, souvent d'ailleurs tabassées, et pour certaines aussi assignées à résidence. Je vais raconter une de ces histoires qu'on a récoltées, parce qu'elle me semble assez parlante sur ce que aussi veut dire l'état d'urgence. Donc c'est l'histoire de quelqu'un qu'on va appeler Hassan. Il vit au Mirail, donc un des principaux quartiers populaires de Toulouse. Et dans les 2 premières semaines de l'état d'urgence, il est perquisitionné, il fait nuit, il y vit avec ses 3 enfants, il est seul, et il dort nu, je précise. Et sa porte est sautée, les flics envahissent l'appartement, le sortent de son lit, nu toujours donc, et se mettent à le tabasser, menotté, devant ses enfants, et à casser tout l'appartement. C'est des grands ensembles, c'est une cité HLM avec des escaliers étroits, donc tous les flics ne tiennent pas dans l'appartement, et en fait ils vont rentrer, ils vont se relayer, il décrit des flics qui remplissent les étages au-dessus et en dessous dans les cages d'escalier et qui se relayent, qui rentrent dans l'appartement, qui lui donnent des coups, qui ressortent. Et il y a un de ces flics qui crie pendant qu'il le frappe 129, 129, c'est du nombre des victimes des attentats. Donc clairement, il y a ce premier traumatisme. Par la suite, les flics l'amènent sur le parking en bas de chez lui pour aller fouiller sa voiture. Il trouve rien. Puis après, il le garde dehors un moment, et là, il y a un photographe qui sort cagoulé d'une voiture de la Dépêche. La Dépêche, c'est le quotidien local hégémonique en Midi-Pyrénées. Et ça va être la séance photo pendant 20 minutes. Donc Hassan va être photographié de 3 quarts d'eau par ce photographe qui apparemment était là, c'était apparemment prévu, donc qui accompagne les forces de l'ordre à ce moment-là. Et puis par la suite, donc une fois la séance photo terminée, Hassan il remonte dans l'appartement et puis il s'en va. Pas de garde à vue, pas de suite judiciaire, rien. Il est complètement sous le choc, ses enfants aussi. Les choses qu'il aura à vivre par la suite sont assez comparables à des traumatismes qui ont pu être décrits avant. Et la photo d'Hassan, comme ça, 3 quarts d'eau, va circuler largement en une de la Dépêche à Toulouse, mais ensuite on va la retrouver en fond de journal télévisé sur M6, dans énormément de médias. Il va retrouver sa photo jusque sur le site de CNN, dans les médias chinois, avec à chaque fois en sous-titre « Perquisition dans les milieux islamistes suite aux attentats », ou des fois d'ailleurs en illustration d'affaires de drogue. Et au final, donc, clairement, cette perquisition, cette arrestation, enfin non, d'ailleurs, c'était pas une arrestation, c'était juste une perquisition violente, c'était manifestement une opération de communication. Il y avait le photographe qui était prévu. Le but était manifestement de produire une image forte. Alors effectivement, Hassan, il est costaud. Et donc on voit l'image de cet homme qui représente en fait finalement dans les médias par la suite le parfait monstre, terroriste, djihadiste, qui est barbu, qui est très costaud, voilà. Et donc l'état d'urgence, enfin cette histoire elle semble intéressante aussi parce que l'état d'urgence, au-delà de la violence brute qui est déployée par les flics à ce moment-là, qui se lâchent complètement, qui vont casser des musulmans, casser de l'arabe, donc via ces perquisitions où tout est saccagé, via ces tabassages, c'est aussi une opération de communication où d'une part donc le gouvernement montre qu'il agit, qu'il est ferme, qu'il fait des choses pour protéger les Français
français, mais aussi qui désigne ce monstre, cet ennemi intérieur, et on va le montrer. Et donc là, c'est l'histoire que je vais raconter, c'est très clairement une mise en scène dans ce sens-là. Et au final, ça marche aussi, ça marche, ça a des effets très concrets, ça fait que, notamment les personnes qu'on a pu rencontrer, pour certaines, au début, étaient quasiment considérées comme des pestiférés dans leur quartier, alors qu'encore une fois, je rappelle, c'est des personnes qui n'ont eu aucune suite judiciaire, il n'y avait aucun dossier judiciaire à leur encontre. On a des déclarations de hauts gradés français de l'armée qui disent, au moment du déclenchement de l'état d'urgence, nous sommes en guerre, il faut que la population participe à cette guerre avec nous. Et ça marche aussi, on l'a vu auparavant, il y a des dénonciations en grand nombre de médecins, de collègues de travail, de voisins. Il y a eu, en complément de ce que racontait Lina Charef, il y a eu aussi un courrier de l'ordre des médecins qui a été envoyé afin de les inciter à dénoncer ce qu'ils considéraient comme la radicalisation. Voilà, donc le but aussi de certaines personnes au sein de l'appareil sécuritaire est aussi d'amener la population dans cette guerre contre un ennemi intérieur manifestement musulman. C'est une composante importante d'une doctrine, donc la doctrine de guerre révolutionnaire et de contre-insurrection qui est née, c'est un outil militaire, qui est né dans l'expérience coloniale de l'armée française en Indochine, en Algérie, puis qui a été exporté ailleurs, notamment en Amérique latine, et importé sur le territoire français. L'ennemi a pu varier lors de cette exportation, donc, par exemple ça a été les Rouges, les communistes en Amérique du Sud, les Tutsis au Rwanda. Par contre en France, il y a une constante, c'est que cet ennemi, il est toujours un peu le même depuis la colonisation. Il y a eu des travaux menés par un sociologue qui s'appelle Mathieu Rigous, qui a été allé voir les archives de l'IHEDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale, où il y avait par exemple les cahiers d'une formation qui était organisée là-bas. C'est un institut qui reçoit des militaires, mais aussi des civils, des syndicalistes, des journalistes depuis toujours, pour, selon leurs propres termes, instiller l'esprit de défense. Et dans un de ces exercices qui date de la fin des années 50, pendant la guerre d'Algérie, les participants à ce séminaire de formation à l'IHEDN étaient invités à réfléchir à une situation de crise dans laquelle le pays, ils avaient à restaurer l'ordre dans le pays. Et ils présentaient pour ça, en début d'exercice, la carte de l'ennemi. Et la carte de l'ennemi, ils en remettaient plusieurs, il y en avait deux notamment. Il y avait la carte qu'on voyait avec des zones colorées selon l'intensité, la carte des FSNA et la carte des pro-rouges. Alors les pro-rouges, ça se comprend assez facilement, c'est plutôt les communistes. Les FSNA, c'est les Français de souche nord-africaine. C'est clairement, ça ne pas s'en rappeler ce qui se passe en ce moment sur l'état d'urgence, avec un acharnement premier sur les musulmanes. Donc il y a eu sur les plus de 4000 perquisitions, 90% c'est à l'encontre des musulmans et des musulmanes. Et le reste de l'état d'urgence a été aussi employé à l'encontre des mouvements sociaux, des militantes écologistes, communistes, anarchistes et autres. J'en viens maintenant à un deuxième aspect. Donc là, clairement, on a cette production, ce renforcement, parce que c'est pas tout à fait nouveau, de la figure amalgamée entre musulmans et terroristes avec l'état d'urgence. Un deuxième aspect, donc là je m'exprime plus au titre de ma participation à l'association Survie, donc qui existe depuis plus de 30 ans et qui s'intéresse qui essaie de combattre ce qu'elle a forgé comme concept critique, donc la France-Afrique, la domination néocoloniale de la France sur ses anciennes colonies en Afrique. Ce qu'on a pu constater, c'est que cette montée, enfin ce nouveau renforcement de l'islamophobie en France avait un aspect aussi dangereux et très pratique pour notamment les militaires, qui était de renforcer la légitimité des interventions militaires de la France, en particulier en Afrique, puisque c'est notre objet d'étude.
Donc, vous le savez, au début de l'année 2013, la France intervient au Mali officiellement donc, pour combattre les terroristes djihadistes, entre guillemets, gommant donc complètement la complicité des acteurs étatiques, économiques, les intérêts politiques à l'œuvre au Mali à cette époque-là. Et il y a aussi à ce moment-là, au Mali comme en France, une mise en scène de l'horreur de cet ennemi. Et ça a très bien marché, c'est une des interventions les plus populaires qu'a menée la France dans son expérience récente. À l'été 2014, il y a une autre opération qui prend le relais, l'opération Barkhane. C'est une fusion et une extension de l'ensemble des interventions, enfin de la présence militaire dans la région du Sahel. Il se déploie sur 5 pays, la Mauritanie au Tchad et bien au-delà. Et dès le lendemain des attentats de novembre, on a un discours, et d'ailleurs en janvier aussi ça avait été le cas, de Valls à l'Assemblée nationale, qui légitime, profite directement de ces attentats pour légitimer ces interventions, alors que très clairement, il n'y a aucun lien entre les attentats et les pays qui sont concernés. Une minute. D'accord. Bon, alors l'opération Barkhane, je le précise juste, ça me semble important, c'est une opération qui est présentée comme étant contre les groupes terroristes, sans plus de définition, donc c'est potentiellement très pratique parce qu'on peut en trouver à l'infini. En réalité, donc, la lutte contre le terrorisme djihadiste, entre guillemets, encore une fois, est une nouvelle forme de légitimisation de la présence militaire de la France. Depuis la colonisation, elle n'a jamais quitté le continent. Alors évidemment, avec l'ensemble, enfin avec l'ampleur que prend aujourd'hui l'islamophobie et cet amalgame entre musulmans, musulmanes et terroristes, qui aujourd'hui va aller s'intéresser à ces interventions, qui va aller les critiquer et encore moins qui va s'y opposer. Aujourd'hui, par ailleurs, donc déjà parce que c'est présenté comme étant combattant le terrorisme djihadiste, et par ailleurs, la plupart des personnes qui vivent dans ces pays sont des musulmans. D'ordinaire déjà, ce qu'on a constaté, c'est que les interventions militaires de la France, il y en a eu plus de 60 sur le continent africain depuis les indépendances, intéressaient déjà peu de fait du racisme colonial en France et de la négrophobie en particulier. Avec cette nouvelle montée en force de l'islamophobie, la situation est encore pire. On est passé quasiment d'un désintérêt pour ces interventions à une quasi-adhésion pour le bellicisme de la France et le néocolonialisme de la France. Et c'est pas vrai que en Afrique, mais c'est notre objet d'étude. Et puis, ça nous semble important de souligner qu'il y a une continuité absolue depuis la colonisation des interventions militaires de la France, qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Donc je termine, voilà, c'est pour ça, de mon point de vue et d'autres personnes à survie, ça me semble important déjà de mettre en relation ces deux questions, la guerre coloniale, néocoloniale de la France et l'islamophobie en France, c'est des choses qui marchent ensemble, qui se renforcent mutuellement, et qui par ailleurs me semble urgent de traiter, parce que dans les deux cas ça fait des victimes bien concrètes, bien réelles, et donc il y a cette... voilà, je salue aussi les organisatrices de ces journées qui ont bien, je trouve, mis en évidence ces deux choses. Je précise juste une chose, à ces personnes qui nous gouvernent et qui semblent si éprises de laïcité et de lutte contre les intégrismes, il y a un point commun entre cette guerre contre l'ennemi intérieur musulman au niveau des forces armées et policières en France et les guerres à l'extérieur, c'est qu'on trouve des acteurs qui sont dans les hautes sphères militaires, à l'état-major, qui sont souvent empreints d'une idéologie d'extrême droite et qui appartiennent à des mouvements qui sont plus à droite que le FN et qui ont aussi comme point commun pour beaucoup des catholiques intégristes, donc des catholiques traditionnalistes. Voilà, donc s'ils veulent, et qui donc sont au cœur de l'appareil d'État. S'ils veulent s'attaquer à l'intégrisme et à la contre les menaces contre la laïcité, il y a matière. C'est
personne. Donc,